Bon, on va reprendre nos auditions. Alors, je me permets juste de signaler que, à la demande de la présidence du Sénat, j'ai accepté que, à cette audition, soient présents des auditeurs de l'Institut du Sénat que je salue. Je me permets juste, mesdames et messieurs, de vous rappeler quelques règles, puisque vous êtes en commission d'enquête. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas manifester votre approbation, votre désapprobation, quels que soient les propos qui soient tenus par moi-même, monsieur le rapporteur, monsieur Vidal. Vous ne pouvez pas prendre de photos et je ne souhaite pas que des photos sur les réseaux sociaux apparaissent. Voilà, autrement, il pourrait y avoir des sanctions pénales. C'est ça, monsieur? Oui, bon, je vais un peu fort, comme ça permet dès qu'on parle de pénal, comme ça permet de... Voilà, donc vous avez la chance, grâce au président du Sénat qui a souhaité pouvoir assister à une audition, et je remercie M. Vidal, qui j'ai informé d'avoir bien voulu accepter, parce qu'il aurait pu. Voilà, je vous remercie, monsieur, à ce cadre-là. Donc je vous demande, mesdames et messieurs, voilà, de respecter aussi le décorum de cette commission d'enquête. Donc je suis accompagné de M. Ouzil, qui est un rapporteur de cette commission. Donc, nous allons poursuivre nos travaux en auditionnant aujourd'hui Jérôme Vidal, conseiller chargé de la consommation et des pratiques commerciales de la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, de juillet 2022 à juin 2024. Monsieur, je suis tenu à vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Et également, je vous prie de bien vouloir nous faire part si vous auriez d'éventuels liens d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête. Aucun lien d'intérêt, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, pour les internautes, tout comme pour les auditeurs de l'Institut du Sénat, je me permets de rappeler que donc, notre institution a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Cette audition a pour objectif de faire la lumière sur l'attitude des décisions des ministères à l'égard de Nestlé Water. Monsieur Vidal, vous avez été de juillet 2022 à mai 2024 le conseiller consommation et pratiques commerciales d'Olivia Grégoire, ministre des entreprises, du tourisme et de la consommation. Mais vous connaissez bien les questions de la consommation parce que vous avez débuté votre carrière en 2006 comme inspecteur à la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes. Vous avez notamment exercé au sein de la brigade interrégionale d'enquête de concurrence de Lille, au sein donc de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais. Donc à ce sujet, voilà les points sur lesquels on souhaiterait vous interroger, et je pense que monsieur le rapporteur y reviendra. Quand et comment avez-vous appris l'existence de traitements illégaux sur certaines eaux minérales? Comment vous et vos ministres successifs avez-vous réagi? Quel rôle avez-vous joué dans les décisions des pouvoirs publics en la matière? En particulier, comment avez-vous été associé à la concertation interministérielle dématérialisée du février 2023 qui semble avoir donné droit aux réclamations de Nestlé sur la microfiltration à 0,2 microns? Quelles leçons tirez-vous de cette crise qui entame la confiance des consommateurs pour un secteur auquel nous tenons tous? Voici quelques thèmes donc, sur lesquels notre rapporteur va vous interroger. Nous vous proposons donc de dérouler cette audition en 3 temps. Vous présenterez de manière préliminaire vos propos au cours d'une intervention de 20 minutes, si vous le souhaitez. Puis après, monsieur le rapporteur vous posera des questions. Donc je vous laisse la parole, monsieur Vidal, en vous remerciant pour avoir accepté que ces auditeurs fort nombreux puissent assister à cette audition. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président Burgoa, Monsieur le rapporteur Ouzil, Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de m'accorder ce taux d'audition au cours de laquelle je m'attacherai à la plus grande transparence et à la plus grande sincérité. Je me nomme Jérôme Vidal. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, je suis fonctionnaire du corps de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, au cours de laquelle j'ai occupé différentes fonctions. Vous avez parlé de la fonction que j'occupais à Lille. J'ai également commencé ma carrière à Châlons-en-Champagne sur des recherches en matière de consommation notamment et de concurrence. Et je suis actuellement détaché auprès de l'autorité de la concurrence en tant que rapporteur général adjoint, chef de service du contrôle des concentrations. L'autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante que je pense monsieur le rapporteur connaît de par ses anciennes fonctions. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, entre le 18 juillet 2022 et le 17 juin 2024, j'ai été le conseiller consommation et pratiques commerciales de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. C'est à ce titre que je suis entendu ce jour par votre commission d'enquête visant certaines pratiques d'industriels du secteur des eaux minérales en bouteille. À mon arrivée au cabinet de la ministre, je prends connaissance de potentielles fraudes mises en œuvre dans le secteur pour lesquelles une enquête de la DGCCRF est en cours et une autre potentielle fraude qui concerne l'entreprise Nestlé Waters. Ces fraudes consisteraient à commercialiser des eaux minérales naturelles qui ne respecteraient pas le cadre réglementaire en vigueur, au regard notamment des critères des arrêtés préfectoraux qui déterminent les conditions dans lesquelles les eaux minérales peuvent recourir à l'appellation naturelle. Alors j'ai recours à mon arrivée au conditionnel et au vocable potentiel pour ces fraudes au moment où je prends mes fonctions, dans la mesure où les actes d'instruction pour recherche et caractérisation d'une infraction pénale sont en cours s'agissant de l'enquête du SNE et le seront s'agissant du volet Nestlé Waters, même si je comprends que l'entreprise a déjà reconnu une fraude. Alors, de manière plus précise, dès le 21 juillet, donc soit 3 jours après mon arrivée au cabinet, je participe à une réunion d'information avec le cabinet de la Première ministre sur ce dossier et j'en dresse un compte-rendu que je partage avec ma direction de cabinet. Bien que le cabinet du ministre de l'Industrie ait été représenté à cette réunion en la personne de son directeur adjoint, j'adresserai également ce compte-rendu à la conseillère du ministre de l'Industrie, en charge notamment de l'industrie agroalimentaire, Mathilde Bouchardon, dans les jours qui suivront sa prise de fonction, puisqu'elle est entrée en fonction une semaine environ après la mienne. 3 informations principales se dégagent de cette réunion qui figurent dans mon compte-rendu. Premièrement, une enquête du Service national des enquêtes de la DGCCRF est en cours dans le secteur. Deuxièmement, la directrice générale de l'ARS Grand Est s'apprête à opérer un signalement à Monsieur le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale sur la potentielle fraude commise par Nestlé. Troisièmement, les pratiques signalées ainsi que l'a démontré l'inspection générale des affaires sociales dans un rapport n'emportent aucun risque sanitaire pour les consommateurs. Pour les 2 dossiers portés à ma connaissance, le volet donc consommation du dossier est pris en charge dans le cadre d'une enquête en cours de la DGCCRF et la justice est sur le point d'être saisie et elle le sera effectivement en octobre 2022. Les échanges interministériels et les arbitrages sur le cadre réglementaire de l'appellation eau minérale naturelle impliqueront dès lors et principalement les cabinets des ministres en charge de l'industrie et de la santé, à ma connaissance. La conseillère du ministre de l'Industrie m'informe en effet des prises de décision à l'issue de la concertation interministérielle dématérialisée de février 2023. Donc, à l'issue de la réunion d'information du 21 juillet 2022, je n'ai eu à échanger avec aucun autre cabinet ministériel, ni d'ailleurs avec l'entreprise Nestlé, que j'ai rencontrée à une seule reprise dans le cadre du dossier de baisse des prix à répercuter aux consommateurs et à la grande distribution au printemps 2023, dans le cadre de la réouverture des négociations commerciales sur un volet Egalim que vous connaissez également. De mon point de vue, et pour comprendre la position du conseiller que j'étais, le dossier faisant l'objet d'enquêtes en cours. Aucune communication publique n'était possible au risque d'interférer dans une procédure pour caractériser pénalement une fraude.
L'usage veut, s'agissant des enquêtes de la DGCCRF, qui recherchent et établissent des fraudes, que les procès-verbaux établis soient transmis au procureur de la République compétent, qui peut décider, alors à ce moment-là, de rendre ou non publique l'information dans le cadre de l'article 11 du Code de procédure pénale. À ma connaissance, la DGCRF ne communique pas lorsqu'elle envoie un procès-verbal à un procureur qui conserve seul la compétence d'engager des poursuites. C'est uniquement avec son autorisation qu'une telle transmission peut être rendue possible. Et il y a une exception qui est prévue dans le Code de procédure pénale, c'est qu'on doit communiquer au consommateur en cas de danger grave ou immédiat pour la santé et la sécurité des consommateurs. Et les agents de la DGCCRF, livre 5 du Code de la consommation, peuvent communiquer en cas de danger grave ou immédiat pour la sécurité et la santé des consommateurs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En matière de fraude économique, donc, sauf s'il existe un risque sanitaire, le consommateur n'est avisé qu'une fois l'enquête de la DGCCRF close, sauf si l'entreprise décide elle-même de communiquer ou si le procureur de la République choisit de rendre l'information publique. En revanche, et je réinsiste sur le sujet, lorsqu'il y a un risque pour la santé, on a des dispositifs d'alerte des consommateurs et une obligation, bien évidemment, d'informer les consommateurs, comme les rappels produits et rappels conso. Ça ne veut pas dire que le consommateur n'est pas informé des fraudes. Il y a une question, bien évidemment, de à quel moment le consommateur doit être informé d'une fraude. Mais s'agissant des fraudes caractérisées par la DGCCRF, cette dernière peut informer les consommateurs des résultats de ses enquêtes sur son site Internet et peut publier les sanctions individuelles à la suite de décisions de justice ou de décisions qu'elle adopte elle-même dans le cadre de ses pouvoirs administratifs. Elle peut également publier des communiqués de presse dans les dossiers les plus importants en lien avec le cabinet du ministre chargé de la consommation. Le consommateur n'est donc généralement informé de l'existence de la fraude qu'une fois que celle-ci est jugée. La présomption de fraude est une situation que nous rencontrons régulièrement sans pour autant que le cabinet de la consommation soit nécessairement informé de toutes les enquêtes qui sont réalisées en France. Mais nous rencontrons régulièrement des fraudes que vous connaissez dans le secteur des vins, la francisation des vins, de l'huile d'olive, du miel. On a des fraudes également qui concernent l'usage du label bio. On a des fraudes qui concernent le poids des produits, qui sont des fraudes malheureusement courantes, mais qui font toujours l'objet d'une enquête de la part de la DGCCRF, lorsqu'elle en est informée, et d'une communication aux consommateurs à l'issue de l'enquête et à l'issue surtout du jugement ou de l'endossement du dossier. Pour illustrer également de manière plus courante au cours des fonctions que j'ai occupées, on a pu également connaître plus récemment des pratiques commerciales trompeuses d'influenceurs dans le cadre de la loi portée par Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta. Les révélations n'interviennent là aussi qu'à l'issue de l'enquête des services de la répression des fraudes et l'information n'est rendue publique que lorsque l'influenceur doit s'expliquer devant la justice après l'établissement d'un procès-verbal de la DGCCRF. Dans ces dossiers-là, il est arrivé d'ailleurs que certains influenceurs ont pris eux-mêmes la liberté de faire part de l'existence d'une enquête de la DGCCRF. Je terminerai mon propos liminaire en vous indiquant que l'intérêt des consommateurs a constitué la ligne directrice du cabinet auquel j'ai appartenu dans le cadre juridique actuel. Et j'en veux pour preuve la détermination qu'il a animée pour permettre l'agrément, en tant qu'association de défense des consommateurs, de l'organisation à but non lucratif Foodwatch, laquelle a déposé plainte avec constitution de partie civile dans ce dossier des eaux minérales en bouteille. C'est bien la ministre qui a agréé cette organisation à but non lucratif Foodwatch. Ces propos liminaires terminés, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Vidal. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Vidal, de ces premiers éléments. Si vous me le permettez, je vais essayer de revenir un petit peu dans le détail des différents points que vous avez évoqués. Et pour pouvoir y voir clair, je reviendrai aussi sur, à mon avis, quelques inexactitudes que vous avez pu dire, notamment sur la question du risque sanitaire, qui ne s'est pas matérialisé, Dieu merci, mais la gestion de ce risque était évidemment un des sujets essentiels de notre affaire.
Alors, peut-être pour commencer, j'aimerais bien que vous reveniez sur votre prise de connaissance du dossier. En fait, de ce que j'entends, de ce que vous nous avez dit, vous êtes plongé dans le grand bain quelque part, mais avant ça, vous n'aviez pas été briefé, ou est-ce que vous avez été briefé dès votre arrivée, ou c'est la réunion quelque part qui est un briefing immédiat de ce qui est en train de se passer? Comment ça se passe concrètement, votre arrivée? Je pense que ce qui ressort en fait des éléments que j'ai pu retrouver, hein, c'est ce compte rendu de la réunion du 21 juillet à laquelle j'ai assisté 3 jours après mon arrivée. Parce qu'entre-temps, il y a eu une note, je pense que ça ne change pas grand-chose sur le fond, qui est l'information principale telle que je voulais développer, date du 21 juillet. Et sur l'enquête SNE, vous en prenez, à quel moment vous en prenez au cours de l'information, enfin au cours de la réunion, ou peut-être un ou 2 jours avant, mais c'est 21 juillet. SNE, ça veut dire quoi, monsieur le rapporteur? Et vous avez raison, monsieur le président. Soyez pédagogue. Je parle du service national d'enquête qui est placé auprès de la répression des fraudes au ministère de l'économie. Très bien. Est-ce que vous avez été informé des conclusions de la mission menée par l'IGAS sur les eaux embouteillées rendue en juillet 2022, c'est-à-dire au moment où vous arrivez, me semble-t-il? Et si oui, par quel biais et à quelle date précisément vous avez été informé? Alors, dans mon souvenir, il y avait une question de confidentialité du rapport de l'IGAS, notamment à l'égard de la DGCCRF, qui était un des points que j'avais pu relever, donc je ne m'en prends pas connaissance au fond. Ah, donc on est quand même sur un sujet de fraude que le SNE évalue d'ailleurs sur un montant minimal de plus de 3 milliards d'euros, mais de votre côté, la partie, donc ce rapport de l'IGAS, vous n'en prenez pas connaissance. Et par ailleurs, les conclusions, je prends connaissance des conclusions très importantes du côté volet consommation. Est-ce qu'il y a un risque sanitaire? En fait, est-ce qu'il y avait un risque sanitaire? Et ce que je retiens dans le compte rendu qui doit figurer au dossier, c'est qu'il n'y avait pas de risque sanitaire selon le rapport de l'IGAS. Alors le rapport de l'IGAS pointe la question du risque virologique lié à la microfiltration en remplacement des traitements illégaux. Donc le rapport de l'IGAS est plutôt à mettre des points de vigilance sur la question du risque sanitaire. Mais pour être clair, donc ce rapport IGAS, pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de me dire, vous ne l'avez pas entre les mains en juillet 2022. L'avez-vous un moment entre les mains avant sa publication sur le site de l'IGAS en 2024, courant l'année 2024? Non. À aucun moment. À aucun moment, puisqu'il s'agit ensuite de discussions, mais on y reviendra surtout sur le volet amont, qui est la définition du cadre réglementaire que doit ensuite contrôler la DGCCRF, c'est-à-dire que la DGCCRF contrôle ce qui est une eau minérale au sens de la réglementation, et donc tous les échanges qui a pu avoir lieu, en particulier entre l'industrie et la santé, étaient ce cadre réglementaire, également avec les ARS. Je reviens sur ce que vous nous avez dit sur la question de la confidentialité vis-à-vis du SNE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les raisons pour lesquelles il vous a été dit que le rapport IGAS ne devait pas être transmis ou qu'il devait y avoir une forme de muraille de Chine avec le SNE? Alors, il me semble, encore une fois, si vous avez mon compte-rendu, ce que j'indique, sinon je vous transmets mon compte-rendu. Mais on veut bien le compte-rendu, s'il vous plaît. D'accord. C'est en tout cas... en juillet 2022, d'accord. Je crois qu'il venait à peine d'être rendu, hein, encore une fois, de mémoire. Et qu'il y avait un sujet de confidentialité. D'accord, c'est intéressant et important parce que la personne qui était à votre place il y a quelques minutes nous disait à l'inverse qu'il y a une forme de passage de témoins qui s'opérait, de chaînage entre le SNE et le rapport IGAS qui justifiait qu'il n'y ait pas eu une deuxième enquête du SNE sur les pratiques Nestlé Waters. Et donc, c'est très intéressant pour nous et surprenant en même temps de découvrir qu'il y avait cette logique de confidentialité. Et finalement, pour employer des mots qu'on connaît bien, et vous et moi, en question de concurrence de muraille de Chine, entre les uns et les autres sur ces sujets. Mais c'est un point important pour nous. Alors, encore une fois, à la réunion du 21 juillet, c'est un point qui a été évoqué. Ça a vraisemblablement été levé, puisqu'il y a eu des échanges ensuite entre la DGCCRF et nous, pour s'assurer qu'ils disposent du rapport IGAS. Et vous vous souvenez qui a levé ce point lors de cette réunion ? Non, le compte-rendu que je vais vous adresser n'est pas nominatif. D'accord. Il n'y a pas de... D'accord. Dans le cadre de vos fonctions, parce qu'on essaie de retracer un petit peu l'ensemble du dispositif qu'a mis Nestlé en place vis-à-vis des pouvoirs publics pour obtenir des changements de la réglementation, dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous avez été contacté, sollicité par soit Nicolas Bouvier, qui est le conseil
disons le conseil en affaires publiques de Nestlé qui avait été recruté à cette occasion, ou par d'ailleurs des gens du groupe Nestlé directement? Dans le cadre de ce dossier, absolument pas. D'accord. Ça veut dire que dans d'autres dossiers, oui. Alors, c'est plutôt moi qui les ai contactés lorsqu'il s'agissait Attendez, excusez-moi, là vous parlez de Nestlé. Oui, je vous parle de Nestlé. D'accord. Moi, quand je vous ai réagir, c'était sur M. Bouvier. Jamais vous avez eu contact avec M. Bouvier sur un dossier quel qu'il soit. Alors, qui ne concernait pas Nestlé. Alors, peut-être que je n'ai pas en tête... Non, mais on ne demande pas de dire, voilà, si vous avez des souvenirs dans quelques jours, vous pouvez nous en faire part par écrit, voilà, il n'y a pas de problème. Sans souci. Voilà, après, je sais bien que des faits qui sont passés il y a quelques temps, ça veut dire d'accord. Avec Nestlé, vous avez rencontré sur d'autres sujets que celui de l'eau minérale en bouteille. Exactement. Un seul autre sujet au printemps 2023, lorsqu'il s'agissait... C'est un groupe qui a la diversité. Et c'est sur un volet pratique commerciale, négociation commerciale, grande distribution, baisse des prix au bénéfice des consommateurs. Donc un volet qui n'a strictement rien à voir avec le volet consommation et encore moins avec le volet fraude ou discussion sur le cadre réglementaire applicable aux eaux minérales naturelles. Très bien. Juste une question et un point de surprise, d'étonnement pour nous, c'est le pilotage de ce dossier. On est là face à une affaire, d'ailleurs, dont les uns et les autres s'évertuent à dire qu'elle n'est pas forcément une question sanitaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est une question de fraude aux consommateurs et de tromperie vis-à-vis du consommateur. Et nous avons l'impression, mais peut-être que vous pouvez nous en dire plus, que c'est Nestlé qui a choisi qu'il allait traiter les choses quelque part par le choix de la porte d'entrée qu'il a effectué. Parce que dans ce dossier, tout semble appeler la présence de votre ministre et de vous-même, qui êtes conseiller à la consommation, comme chef de file sur ce dossier. Et on a l'impression que les choses sont plutôt pilotées dans une forme de bilatéral entre l'industrie et le ministère de la Santé. Est-ce que vous trouvez que vous avez eu dans cette affaire votre juste place, ou est-ce que vous-même vous étiez surpris du positionnement du ministère de la Consommation dans ce dossier? Alors, la question ne s'est pas vraiment posée en ce sens, puisque j'arrive en juillet 2022. Et comme je vous l'ai dit, sur le volet consommation, il y avait une enquête en cours et j'ai eu connaissance d'une saisine sur le volet Nestlé Waters qui serait sur le point d'être faite. Donc pour moi, le volet, si vous voulez, enquête, fraude, est traité. Et donc, c'est un sujet qui relève, à mon sens, plutôt de l'industrie et de la santé. Et c'est comme ça que j'ai vu, sachant que sur ces sujets-là, je voyais très régulièrement la DGCCRF. Et donc, s'il y avait eu des sujets dans ce cadre-là, j'en aurais été informé. Et que j'ai été tenu au courant de la conclusion de la CID en février 2023. Donc, je ne peux pas intervenir. J'ai essayé de vous montrer que je ne pouvais pas... Monsieur Vidal, oui. CID, c'est vrai, parce que alors, moi, CID, je comprends, mais peut-être voilà pour... Concertation interministérielle dématérialisée, c'est lorsque les cabinets ministériels font remonter une position commune. Merci beaucoup pour ce côté pédagogique. Merci. Oui, non, juste peut-être pour reprendre les éléments... excusez-moi, mais justement la CID, pour reprendre les mots qui viennent d'être, donc cette conférence interministérielle, elle statue sur un sujet qui est éminemment important du point de vue du droit de la consommation, puisque le sujet, c'est de savoir si ces microfiltrations sont ou non des mesures d'hygiénisation qui remettent en cause, où la question de la pureté originelle de l'eau est posée. Et donc, par conséquent, vous êtes éminemment concerné. Et donc dire, une fois que le SNE puis l'IGAS était en cours, je m'en lave les mains, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un peu facile. Enfin, c'est un peu facile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des sujets consommation. Aujourd'hui même, nous nous posons la question de savoir si l'eau minérale naturelle qui est vendue, si un certain nombre d'eau minérale naturelle qui sont encore vendues aujourd'hui sont toujours des eaux minérales naturelles. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous avez aussi la question de Maison Perrier, cette dénomination. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous avez des sujets de consommation partout en fait dans ce dossier. Non? Il y a le sujet consommation lorsqu'il est à l'aval. La DGCCRF est chargée de contrôler si ce qui est indiqué est conforme à la réglementation.
Vous avez bien vu dans ce dossier que ces sujets de microfiltration, et je parle avec le public qui est le nôtre aujourd'hui, sur des sujets de microfiltration à 0,8, 0,2, pour savoir s'il y a des traitements... Je vous autorise à faire de la pédagogie. C'est une audition un peu particulière. C'est pour vous dire qu'on est sur un sujet complexe qui fait intervenir un certain nombre d'acteurs et que sur le volet, si vous voulez, tromperie, il faut qu'on ait un cadre dans lequel la DGCCRF puisse dire c'est une tromperie parce que le prélèvement de l'eau qui a été effectué n'est pas conforme à l'arrêté préfectoral, dont je comprends par ailleurs dans ce dossier, qui peut être différent en fonction des départements. D'accord, mais vous dites ça dans un contexte où il faut le rappeler, à mon avis, parce que vous preniez l'exemple de l'influenceur tout à l'heure, dont il faut caractériser les pratiques. Là, si je file la métaphore, c'est l'influenceur qui vient devant l'État français qui dit « je triche, je vends des produits illégaux, etc. » C'est le cas de Nestlé à l'été 2021. Donc, si vous voulez, nous, ce qui quand même est assez fascinant dans cette affaire, c'est qu'on vient chercher une preuve de quelqu'un qui a avoué. Donc, il y a un petit problème de connexion logique dans la manière dont l'État a fonctionné. Si quelqu'un est venu annoncer une fraude au consommateur, il faut la faire cesser, il faut trouver les moyens de le faire, il faut que les moyens pénaux, et je vais revenir sur la question pénale dans quelques instants, soient diligentés. Donc vous voyez, c'est ça qu'on ne comprend pas dans cette affaire. Les gens sont venus se présenter à vous et vous êtes le dépositaire. Vous arrivez un an plus tard. En juillet 2022, comme je vous l'ai dit, l'enquête est lancée. Enfin, il y a des enquêtes en cours dans le secteur. Et sur le volet Nestlé Waters, article 40, auprès du procureur de la République. Ensuite, en matière de caractérisation des fraudes, ce sont des infractions pénales qui sont assez compliquées. Je vais juste vous donner un exemple, notamment par rapport à... et je n'y étais pas, je n'étais pas à cette réunion de août 2021. Mais vous savez par exemple que l'infraction peut porter sur la personne morale ou la personne physique et qu'il faut établir si la personne physique a de la responsabilité, etc. Élément important, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, il y a aussi toute la quantification de la fraude pour pouvoir ensuite ajuster, le cas échéant, la sanction qui est prévue. Donc il y a un certain nombre, si vous voulez, d'actes d'instruction qui sont assez complexes et ce qui explique pourquoi, lorsque je prends connaissance du dossier en juillet 2022, je n'ai pas de sujet sur le volet consommation puisque les enquêtes sont en cours. Et encore une fois, pour l'avoir expérimenté dans le passé, ce sont des enquêtes complexes, quand bien même une entreprise reconnaîtrait une partie des fraudes. Et on pourra y revenir, je pense, et en tout cas si vous le souhaitez. Juste après, pour notre collègue Madame Gull, que je salue de son arrivée, vous précisez, chers collègues, que ces personnes-là ne sont pas comme vous le savez, des sénateurs et sénatrices, mais sont des auditeurs de l'Institut du Sénat, et c'est à la demande de la présidence du Sénat qui peuvent assister à cette audition. Voilà, pour votre culture générale, vous ne soyez pas surprise, parce que je vous ai dit, voilà. Donc on reprend notre audition, mais je voulais quand même préciser ça pour notre collègue. Merci, Président. Je signale que justement, tout le problème de ce dossier est que les enquêtes de la DGCCRF se sont quelque peu, disons, encalaminées et que nous nous sommes retrouvés dans la situation où il a fallu attendre, non pas la DGCCRF, mais une plainte de Foodwatch après des révélations de presse pour que vraiment l'affaire soit instruite, en tout cas pour ce qui concerne l'Occitanie. Donc nous avons une réponse publique qui vient longtemps après, qui permet aux fraudes de se perpétuer pendant longtemps, puisque les traitements, pour une part, ne sont enlevés pour les traitements illégaux qu'en 2023, donc longtemps après les révélations de 2021. Et dans ce laps de temps, il y a cette incompréhension sur l'action publique. Je reviens sur un point. Je me situe le 21 juillet 2022. Vous demandez à la directrice de cabinet de la DGCCRF un point d'avancement de l'enquête du SNE et indiqué un article 40 Code de procédure pénale est sur le point d'être envoyé au procureur de la République pour non-respect des dispositions du Code de la santé publique. Une note sera produite par le ministère de la Santé qui nous l'adressera pour compléter sur la partie fraude. Pour relancer la directrice de cabinet le 8 août 2022 à la suite d'une sollicitation par Nestlé Waters du cabinet du ministre chargé de l'Industrie sur cet article 40. Pourquoi avez-vous relayé cette demande du cabinet du ministre de l'Industrie et pourquoi ne pas les avoir laissés à ce moment-là gérer le dossier? Je pense que c'est dans le contexte que je vous ai expliqué sur la prise de fonction de la conseillère qui est arrivée la toute fin du mois d'août
et que sur cette période entre juillet et août, j'ai pu faire le lien notamment avec la DGCCRF que je connaissais par la force des choses et transmettre soit les messages ou les comptes rendus que je vous ai indiqués et ces informations-là. Donc, mais juste pour faire bien le suivi, vous répercutez cette demande, cette sollicitation de Nestlé, et à la fin, ce qu'on sait, c'est que ce signalement, article 40, sauf erreur de ma part, il n'a finalement pas été effectué. Ben, je pense qu'on parle de celui de octobre 2022, non? Donc, quand vous êtes en train de parler en juillet 2022, vous êtes en train de parler de, en fait, celui de Madame Quéré dans le Grand Est. Comme je vous ai indiqué, dans le compte rendu, c'est directrice générale de l'ARS Grand Est. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Très bien. Il demeure que la question, pour moi, c'est pourquoi, à ce moment-là, ce dossier... parce que là, vraiment, on est au cœur de la question de la concurrence et de la répression des fraudes. Pourquoi, là, vous n'êtes pas en pilotage à ce moment-là? Vous comprenez Je comprends parfaitement votre question. Et pour un certain nombre d'enquêtes qu'on a tous les jours, on laisse faire les services de la DGCCRF. On doit s'assurer qu'au moins une enquête soit ouverte. On nous aurait reproché le contraire. En tout cas, s'il y avait eu une intervention du cabinet pour dire pas d'enquête, là, vous aurez eu un scandale d'État. Les services ont été saisis en 2021, en tout cas on lancé une enquête en 2021, et je sais à mon arrivée qu'on va avoir un article 40. Donc, encore une fois, je suis arrivé en juillet 2022. Vous m'auriez posé la question un an avant, ça aurait été une autre question. Moi, à mon arrivée, les 2 volets consommation-enquête sont en tout cas en cours. Et je n'ai pas à intervenir. Alors, je vois très régulièrement la DGCCRF, mais compte tenu de ce que je vous ai indiqué sur la complexité que peuvent avoir des enquêtes qui peuvent durer plusieurs années, et encore une fois, je comprends votre interrogation sur le fait qu'on a une entreprise qui vient reconnaître une fraude. Mais comme je vous l'ai dit, on pourra peut-être préciser certains points. Ça ne permet pas en 2 mois de caractériser l'infraction. Non, bien sûr, mais ça permet de signaler au procureur de la République. Oui, alors, quand un industriel vient vous annoncer qu'il fraude, l'obligation qui est faite à l'article 40 du Code de procédure pénale, que je reprécise pour tout le monde, qui est une obligation qui est faite à chaque fonctionnaire, chaque ministre, lorsqu'il est mis en situation et devant une infraction ou une potentielle infraction pénale, de le signaler à la justice. Et cette infraction, ce que nous comprenons dans les échanges que nous avons avec vous, mais aussi avec celui qui était assis il y a quelques instants à votre place, c'est que vous considérez que le SNE, l'enquête vaut quitus. Et que du coup, finalement... le fait que le SNE existe suffit à ne pas déclencher l'article 40. Si je peux m'exprimer ainsi. Après, c'est la doctrine administrative du ministère de l'économie sur ce sujet. C'est pas en tout cas au moment où j'arrive la situation, puisque l'article 40, oui. J'ai connaissance de l'article. Je vais pas refaire l'article 40 ou me poser la question. Vous êtes au fonctionnaire. Je ne suis pas au fonctionnaire. Okay, vous êtes fonctionnaire. Oui. Oh, je sais pas, fonctionnaire. Un an plus tôt, vous seriez placé dans la situation. Un an plus tôt, vous avez Nestlé qui vient vous voir en vous disant qu'il a fait un certain nombre de fraudes. Est-ce que vous auriez vous-même fait un article 40? Votre question est vraiment trop théorique. Trop direct. Trop direct peut-être, non? Non, parce que ça vous semble évident. Parce que ça vous semble évident. Non, ça me semble pas évident, mais ça me semble. Je pense que oui. On pourrait se poser la question, sauf que manifestement, il a été choisi de faire ce appel à cette mission conjointe IGAS. Enfin, encore une fois, j'y étais pas, donc je prends connaissance également à l'occasion de ces auditions de ce qui a été décidé. Mais je comprends parfaitement en tout cas, et je vous confirme que les agents de la DGCCRF, dans le cadre de l'exercice des missions pour lesquelles ils sont compétents, ne font pas d'article 40, parce que ça reviendrait tout simplement, pour faire court, de saisir le procureur de la République qui va renvoyer à la DGCCRF la réalisation de l'enquête. Donc voilà, autant faire directement un PV qui caractérise et le transmettre au procureur, qui ensuite peut se saisir et transmettre au juge. Alors que, c'est comme ça que je perçois alors comment vous expliquez, donc du coup, essayons de déporter la question, comment vous expliquez que est-ce qu'il vous semble normal que cette enquête SNE, qui ensuite n'a pas été reconduite dans un deuxième cadre, mais qui a ensuite donné lieu à l'enquête IGAS, n'ait donné lieu à aucune saisie du procureur de la République? Et qu'il a fallu attendre Foodwatch, une association de consommateurs, en Occitanie bien sûr, parce que quelqu'un a fait le travail en bout de chaîne, qui est la directrice générale de l'ARS, mais donc toujours pas la DGCCRF pour ce qui concerne le Grand Est. Est-ce que vous voyez le problème à ce que finalement ce soit par la révélation de presse, plus
l'intervention d'une association de défense du consommateur, que la justice a été saisie, alors que l'État disposait de l'information, que l'enquête a été conduite. Comment vous voyez le problème? Pour moi, oui, avec les informations dont je dispose, sur le périmètre de l'article 40 oui, de la directrice générale de l'ARS Grand Est, on ne connaît pas le périmètre et je ne sais pas exactement quelle pratique elle vise. Si vous voulez. Enfin... Monsieur Vidal, juste, voilà. Je ne connais pas votre formation. Quelle formation juridique pas, Moins juridique que la vôtre, Monsieur le Président, c'est un IEP de province. D'accord. Vous êtes bien renseigné sur la formation. Si vous préférez, les articles 40 qui sont après digilantés par le procureur de chaque département, de chaque tribunal judiciaire, est maître d'ouvrir ou pas une information judiciaire. Donc, l'information judiciaire qui est ouverte dans les Vosges ne vaut pas pour celle d'un autre département, ou même d'un autre tribunal judiciaire dans le même département, puisqu'il y a une compétence propre du procureur de la République. Je peux me permettre de faire un peu un cours de droit. Donc c'est vrai que l'information judiciaire ouverte à Dunkerque ne vaut pas pour Perpignan ou pour Nice. Oui, je prends un autre exemple. Chaque procureur, et donc c'est par rapport au lieu où a lieu, on a connaissance de l'infraction, que le procureur est territorialement compétent. Voilà, donc l'information qui est l'article 40 des Vosges ne pouvait pas comprendre s'il y avait eu une infraction, le Gard ou un autre département. C'est ça. C'est ce qui attire notre attention. Et c'est vrai que les ministères, enfin les Européens, nous informent cela en nous disant mais on avait un article 40 dans les Vosges, donc pour nous ça valait pour les autres sites. Donc c'était dans chaque lieu où il aurait fallu faire un article 40. Je ne sais pas comment ça vous fait réagir ou pas. Encore une fois, par rapport à la réunion du 21, je ne crois pas qu'il y ait eu des détails sur l'ensemble des sites ou les sites qui étaient concernés. Et ce que j'ai fait, c'est un compte-rendu de la réunion auquel j'ai assisté. J'ai pris acte du fait que le service national des enquêtes était saisi et qu'on aurait eu un article 40. Et donc à ce moment-là, la question d'autres départements, pour moi, ne se posait pas puisque j'en avais pas connaissance. Il faudra peut-être, monsieur le procureur, je vais faire de manière humoristique, faire une sensibilisation à tous les cabinets ministériels sur l'article 40 et leurs compétences territoriales, dans vos préconisations. Vous avez sans doute raison, monsieur le Président, mais peut-être là-dessus, donc quelque part, ce que vous me dites, c'est que vous considérez que vous avez été mal informé, si je résume. D'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner avec la question sur septembre 2022. Ce qui nous a surpris, c'est que votre cabinet n'est pas associé, sauf erreur de notre part, à la rencontre entre Nestlé Waters et lui-même, d'ailleurs, le 9 septembre 2022. Est-ce que vous me confirmez que vous n'êtes pas associé? Je vous le confirme. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous ne soyez pas associé, compte tenu des enjeux de concurrence, de consommation qui ont cours? En pratique, encore une fois, les enquêtes étant en cours, le volet consommation, pour moi, est pris en charge par les services. Et donc pour vous, c'est normal que vos collègues ne vous associent pas? La question, à mon avis, ne s'est pas du tout posée en ce sens. Je sais qu'on a entre cabinets des échanges réguliers et que moi, je me tiens au courant par le biais de la DGCCRF d'éventuels problèmes, que ce soit entre directions générales. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de sujet ou de nécessité nécessairement, mais je n'ai pas été informé de cette réunion, il me semble. Et est-ce que votre cabinet, d'une manière ou d'une autre, donc vous n'avez pas été informé de cette réunion entendue, a été sollicité sur ce dossier au niveau interministériel à un moment ou à un autre? Aucun. Pas depuis. La seule fois où j'ai assisté à un échange interministériel, c'était le 21 juillet 2022. D'accord, donc vous n'avez pas non plus été associé à la rédaction de la note jointe Santé-Industrie du 27 septembre 2022? Il me semble que non, enfin dans mon souvenir. Alors, à moins que, mais je ne pense pas qu'il y ait vrai. quelque part un élément qui dit que j'y étais associé, ce qui est alors que dans mon souvenir. Alors que vous convenez avec moi que le type de fils qui peuvent être utilisés peut avoir un effet sur la dénomination au minéral naturel ou non. Sans mauvais jeu de mots, au final. Ah bah oui, au final, oui. Mais oui, non, mais au final, vous serez dans la cause. Ce que je veux dire, c'est que ces échanges sur le niveau amont, moi je comprends que ça se fait entre l'industrie et la santé parce que ce sont les experts sur ces sujets-là. Mais vous êtes quand même dépositaire des droits du consommateur. Le sujet est essentiellement et d'abord un sujet qui est relevé sur la partie des milliards d'euros qui sont dus, d'un sujet de consommateur. Il y a eu des fils qui étaient illégaux, qui faisaient que le consommateur pensait acheter de l'eau minérale naturelle et qu'il achetait de l'eau minérale traitée.
ça ne vous intéresse pas de savoir si, au terme du processus, les droits du consommateur auront été rétablis et qu'il pourra acheter de l'eau minérale naturelle et non pas de l'eau minérale qui est considérée par la réglementation comme traitée, quel que soit, je veux dire, ce qu'on pense à la fin de la microfiltration. Ça vous considérez que votre ministère n'est pas engagé par cette question? Alors que pour moi, honnêtement, je serais à votre place, je vais vous dire très bien les choses, je serais à votre place, je ne trouverais pas normal que mon ministère, que mon cabinet, que ma ministre, en l'espèce, ne soit pas engagé dans cette discussion qui intègre les droits du consommateur. Et je ne vois pas en quoi l'industrie est plus qualifiée que vous pour travailler sur ce sujet aussi. La santé, bien sûr, mais l'industrie par rapport à vous, en quoi ils sont plus qualifiés que vous sur ce sujet et en quoi ils sont plus concernés que vous? Ils sont concernés par le volet emploi, indirectement. Mais sinon, vous êtes concernés sur les droits du consommateur. Encore une fois, ça s'est fait de cette façon. Ça s'est fait comme ça, mais je vous interpelle aujourd'hui sur ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous ayez été mis hors du dossier? Alors, pas complètement dans la mesure où, encore une fois, sur l'information CID, j'ai été informé. Vous, ce que vous me dites, c'est que je n'ai pas été associé, ou le cabinet n'a pas été associé aux réunions interministérielles, aux réunions ministérielles. Sauf erreur de ma part, la DGCCRF l'a été. Pas à toutes, non, pas à toutes, à notre connaissance, mais... Enfin, en tout cas, j'ai été tenu au courant par l'industrie, et s'il y a eu un problème consommation, j'en aurais été tenu au courant par la DGCCRF. Donc, je ne peux pas vous dire plus sur le... Pour nous, la DGCCRF n'est pas dans la note, par exemple, la note jointe, qui est une note cabinet. Enfin, les réunions interministérielles, elles se font au niveau cabinet, hein, elles ne se font pas au niveau des DGCCRF. Mais voilà, en tout cas, moi, je vais vous dire, ça, c'est une surprise pour nous, une incompréhension. Je ne dis pas que c'est votre responsabilité, Monsieur Vidal, vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi vous n'êtes jamais rentré dans le processus alors que vous êtes là pour défendre les droits du consommateur. Ce que je disais à votre président, vous êtes l'UFC Que Choisir du gouvernement. Donc vous êtes là pour ça, en fait. C'est ça pas votre... Trop de publicité. Voilà, pas trop de publicité, pardon. Mais c'est pas non plus une marque. Ils vendent pas des... Oui, mais c'est pareil. Vous avez raison, Président. Ouais, voilà, ou le football. Enfin, je sais pas. Je faut tous les citer quand on en cite un. Particulièrement, encore une fois, vraiment pour pas laisser un doute par rapport, notamment aux internautes et par rapport à ceux qui nous écoutent. Ce qui est important, et encore une fois, la DGCCRF est quand même une belle administration avec un service national de l'enquête qui réalise très souvent des enquêtes pour identifier et transmettre des procès-verbaux pour les fraudes. Moi, ce qui m'importait vraiment, c'est encore une fois, que les enquêtes soient faites et aillent jusqu'au bout, et deux, que ensuite, sur la discussion, monsieur le rapporteur, du cadre réglementaire, pour moi, c'était des discussions d'experts. Je ne sais pas je ne sais pas encore une fois. Madame la sénatrice, je vous vois. Madame Bull, attendez, ne réagissez pas. Soyez neutre parce qu'il ne faut pas. Voilà, laissez aussi Monsieur Vidal un peu souffler. Moi, j'ai une question à vous poser, Monsieur Vidal. Bon, on a auditionné il y a quelque temps la DGCCRF. Ça a été un peu compliqué pour comprendre. Moi, je voudrais, à travers votre expérience que vous avez de cette maison, vous venez de dire que c'est une belle maison. Comment ça fonctionne du national au local? Parce qu'on a vu que dans ce dossier-là, les informations n'étaient pas ni montantes ni totalement descendantes. Alors comment ça fonctionne? Parce qu'on a bien vu que, alors qu'au niveau du dossier Occitanie, qu'on connaît mieux, enfin, que je connais mieux personnellement, puisque étant d'un département de cette belle région, on sait qu'au niveau du Gard, donc l'ARS et la DDPP ont travaillé ensemble pour contrôler qu'il y a eu une osmose, mais quand on interrogeait à l'époque, quand on interrogeait la directrice générale et ses collaborateurs du GCRF, ils n'avaient pas trop d'informations sur les rapports, alors qu'au niveau local, ARS et DDPP travaillaient ensemble, mais le rapport définitif de l'ARS n'était pas arrivé au national. Pourquoi comment ça fonctionne, quoi? Vous qui avez une expérience de cette belle maison, est-ce qu'il y a une fluidité de l'information montant, descendant pour expliquer? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, ça? Parce que là, on a eu quelques difficultés le jour de l'audition. Voilà. Oui, je pense qu'il y avait un point peut-être qui a pu être un point d'incompréhension, et en tout cas, je vous parle avec l'expérience que j'ai eue. Je pense qu'on parle beaucoup de l'article 40 du Code de procédure pénale. Je suis encore moins expert que vous, Monsieur le Président, mais l'article 11 du Code de procédure pénale... Nous, les sénateurs, on n'est pas experts d'un chose, on est experts d'un tout, nous, parce qu'on est là. Voilà.
Mais l'article 11 du Code de procédure pénale, je ne sais pas s'il a été mentionné jusqu'à maintenant. Je voudrais bien qu'on en prenne connaissance. Alors, je suis désolé, j'ai pas... Mais il dit que les actes qui sont à la recherche d'infractions pénales sont couverts par le secret et qu'on ne peut pas communiquer. Sauf 2 exceptions, 3e alinéa de cet article 11, en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des consommateurs. Et à ce moment-là, il y a une obligation de communiquer. Mais si vous regardez le premier alinéa de l'article 11, encore une fois, je ne suis pas un expert du code de procédure pénale, je me suis juste plongé parce que je me posais la question de savoir, et je sais que à la DGCCRF, sur les enquêtes de fraude, on est extrêmement discret et que lorsqu'on demande si on a reçu un rapport, par exemple, dans le cours de l'instruction, je peux comprendre la gêne qui est de dire oui ou non, alors que vous pouvez disposer vous-même de l'information. C'est par rapport à cette prudence que j'ai compris peut-être le mouvement d'humeur que vous avez pu avoir. Il est rare chez moi, mais là, ce jour-là, je reconnais que j'étais un peu énervé. Et ensuite, vous voyez bien la difficulté à pouvoir répondre à une question en indiquant qu'on est quand même soumis à l'article 11, parce qu'on ne peut pas dévoiler. Mais encore une fois, je ne le connais pas par cœur. Je suis d'accord dans votre interprétation, mais je ne veux pas vous prendre un défaut, mais vous citez l'article 11, mais pour que l'article 11 puisse être prévalu, il faudrait qu'il y ait un article 40, c'est-à-dire qu'une information judiciaire soit ouverte. Hein. Or là, dans le cas de l'Occitanie, il n'y a pas d'information judiciaire. Enfin, je crois que l'article 11, c'est vraiment toute enquête pour rechercher... Non. Excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Pour Madame Le Gul, au moment où on a interrogé la DGCCRF, l'enquête n'était pas encore ouverte sur Vergès. Elle a été ouverte dans les jours qui ont suivi, mais à ce moment-là, on pouvait discuter de Vergès tranquillement. Monsieur le rapporteur, continuez. Merci beaucoup. Je reprends, merci Président, le fil où nous étions arrêtés sur la question, en effet, de votre association, donc au processus de décision, dont on comprend qu'il n'est pas au rendez-vous. Vous êtes sur la question de la conférence, la concertation interministérielle de dématérialiser, des 22 et 23 février 2023, qui vient de rendre un arbitrage interministériel au niveau de Matignon sur cette affaire. On a été surpris de constater que personne de votre cabinet ne fait partie des destinataires du compte-rendu d'arbitrage, le bleu, de cette concertation. Est-ce que vous me confirmez cette information ? Préciser peut-être qu'est-ce que c'est que le bleu. Pardon. Il faut être pédagogue. Oui, vous avez raison, mais il faut toujours l'être de toute manière. Le bleu, c'est un document un bleu de Matignon, c'est un document, si vous voulez, qui vient faire la synthèse de la position qui a été prise par le gouvernement. Et ça s'appelle un bleu parce qu'avant, les papiers étaient bleus. Maintenant, c'est d'ailleurs toujours de couleur bleue. Il continue à être dématérialisé, mais bleu. Mais historiquement, c'est parce c'était des écrits bleus qui viennent témoigner donc de la décision du Premier ministre et de la Première ministre, en l'occurrence, ou de son cabinet, en l'espèce. Alors pour vous répondre, oui. C'est exact. Le cabinet conso n'a pas été destinataire, mais il a été informé le jour même par la conseillère industrie. D'accord. Donc, pas donc du coup, il nous a été transmis le jour même le lendemain, je pense. En tout cas, j'ai été informé des conclusions de la CID. Et vous aviez un avis sur cet arbitrage ou vous n'en avez jamais eu ? Non, je n'ai pas eu d'avis. D'accord. Le 29 juin 2023, les services de la DGCCRF ont été consultés par Nestlé Waters sur la marque Maison Perrier. Excusez-moi de vous couper. Pardon, par rapport à vos propos, Monsieur Vidal, si vous retrouvez dans vos archives, quand vous dites que la conseillère industrie vous a transmis le bleu, est-ce que vous l'avez dans vos documents encore ? Parce qu'on serait preneur. Oui. Elle m'informe, en tout cas, elle m'informe des conclusions. Elle vous informe par mail ou par oral, ça quand vous dites informé. Je peux vous retrouver si vous retrouvez le mail, ça nous intéresserait. Bien sûr. Après l'oralité, ça, c'est mail. Voilà. Je peux vous répondre sur ce point-là. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous donne la parole, excusez-moi de vous couper, mais c'était important pour nos archives. Voilà. Vous me coupez toujours quand c'est utile de me couper, donc je ne veux pas vous en vouloir. Ça me peut respirer. Vous avez raison. Parce qu'en plus, on est très nombreux, l'oxygène commence à manquer dans cette salle. Peut-être pour se dire que le 29 juin 2023, donc je disais, les services de la DGCCRF ont été consultés par Nestlé Waters sur la marque Maison Perrier. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque encore tout à fait, Maison Perrier, c'est la marque inventée par Perrier
lorsqu'elle ne commercialise pas de l'eau minérale naturelle, parce qu'un certain nombre de puits ont été déclassés. Je dirais plutôt par Nestlé. Par Nestlé, oui. Par Nestlé. Il faut que je vous reprenne. Vous avez raison. Par Nestlé, lorsqu'elle exploite des puits qui étaient avant de l'eau minérale naturelle, mais qui sont devenus de l'eau de boisson et qui font l'objet de traitements autorisés dans le cadre de l'eau de boisson, mais interdits dans le cadre des eaux minérales naturelles. Est-ce que vous avez été informé de ce point par la DGCCRF? Et saviez-vous que ce point s'inscrivait dans le cadre plus large du plan de transformation de Nestlé Waters? Est-ce que cette question de Maison Perrier vous dit quelque chose? À ma connaissance, non. D'accord. Parce qu'elle porte en germe cette question de la loyauté de l'information du consommateur entre une eau Perrier au minéral naturel et Maison Perrier qui n'en est plus. Donc ça, ce sujet-là n'est jamais remonté au cabinet à votre connaissance? À ma connaissance, non. Si votre question est de savoir si Maison Perrier est susceptible de tromper le consommateur par rapport à l'appellation, ce point-là ne m'a pas été, en tout cas, à ma connaissance, remonté. En tout cas, D'accord. Vous n'avez jamais eu à traiter de ce sujet? Non, non, d'accord. Du tout. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est un problème? Je peux pas vous. Vous avez un avis quand même, non? Enfin, ça serait un avis. Non, mais enfin, je veux dire. La question, c'est en gros, il y a un industriel qui change de. Oui, je comprends. Vous avez compris le sujet pour exploiter une partie. Est-ce que c'est trompeur ou pas pour le consommateur à partir du moment où le consommateur est bien informé que ce n'est pas la même chose? Mais je veux dire, vos services sont informés et il y a un débat au niveau DGCCRF en 2023 sur ce point-là. Est-ce que vous trouvez normal que ce sujet ne remonte pas au cabinet? C'est ça ma question. Je ne dis pas vos services sont informés en l'espèce. La DGCCRF est informée. Vous, est-ce que vous trouveriez normal de l'être compte tenu du contexte? Alors, compte tenu du contexte, compte tenu de l'entreprise, mais si on devait être informé de toutes les positions prises sur des cas particuliers pour savoir si c'est trompeur ou pas trompeur. Donc vous trouvez ça cohérent, le sujet n'était pas suffisamment important pour vous être remonté? Sauf s'il y avait sauf s'il y avait vraiment comment dire, une incompréhension ou des difficultés. S'il y avait une position claire des administrations, pour nous, il n'y avait pas de sujet. On nous remonte le plus souvent des sujets où il y a des difficultés ou des arbitrages à apporter. Alors, ok, très bien. Enfin, pour vous, c'était pas une difficulté, c'était pas un arbitrage. En tout cas, dans mon souvenir, ça m'a pas été présenté comme pour le vous, dossier. Pas pour vous, Fez. Bon, d'accord, non, c'est pour juste entendre comment vous réagissez. Et donc, vous n'avez pas non plus été informé. Je viens au point qui, pour moi, là est problématique parce que, en plus, c'est un autre cabinet qui traite le dossier. Dans une note du 6 octobre 2023, il est indiqué que la DGCCRF a reçu la société Nestlé Waters à la demande du cabinet du ministre chargé de l'industrie concernant la création d'une nouvelle marque, Maison Perrier, sans que vous en soyez informé, me dites-vous. Et donc, vous avez le cabinet industrie qui demande à la DGCCRF, qui est en charge de la répression des fraudes, et notamment aux consommateurs, de recevoir un industriel sans en informer le cabinet qui s'occupe de la consommation. Et tout ça vous semble aussi parfaitement normal? Ou quand même, là, il y a un petit sujet de communication? Non, il n'y a pas de sujet de communication dès lors, encore une fois, que les cabinets étaient très proches, que la DGCCRF, avec les points réguliers qu'on fait, si elle avait estimé qu'il y avait un sujet, aurait fait remonter le sujet par le biais du conseiller consommation. Mais les cabinets sont proches, pas au point de vous informer? Sur ce sujet-là, non. D'accord. Bon, chacun en tirera les conséquences qu'il juge en termes de proximité. Comment vous avez réagi le 29 janvier 2024 lorsque ce dossier a été révélé par les journalistes Marie Dupin et Stéphane Foucard? Comment vous avez perçu les choses? Parce que pour le coup, là, il y avait une réaction peut-être de crise, d'urgence qui se manifestait. L'information a été révélée. Je savais que qu'une partie des enquêtes était en cours. D'accord. Donc il n'y a pas eu rien de spécial. Rien de nouveau sous le soleil. De Vergès. Non. Encore une fois, je vous dis par rapport à. Ne critiquez pas le soleil du Gard, monsieur. J'ai été accueilli dans le Gard et très bien par vous-même et des élus du Gard. Sur l'audit de la Direction générale de la santé de la Commission européenne de mars 2024, est-ce que là vous avez été associé? Non. Non plus. Et au moment clé de cette affaire, vous avez finalement été si peu associé, quelles ont été les instructions de votre ministre? Y en a-t-il eu? Est-ce que votre ministre s'est positionné d'une manière ou d'une autre à un moment sur ce dossier? Non, la ministre n'est pas positionnée compte tenu encore une fois du contexte que sont des enquêtes en cours
de la DGCCRF. Donc, encore une fois... L'aviez-vous informé votre ministre de tous ces sujets ou pas du tout? Non. Sur ces sujets-là, non. Elle aurait été informée si elle avait dû rencontrer Nestlé, par exemple, mais ça n'a pas été le cas. D'accord. Donc aucune information, aucun arbitrage de la part de votre ministre? Non, je vous confirme. Tout s'est joué au niveau des cabinets, et même pas le vôtre, en l'espèce. Entre juillet 2022 et juin 2024, oui. Merci. Vous allez terminer de manière provisoire. Peut-être même définitive, Président. D'accord. Et donc, je sais qu'il y a Mme Gull qui souhaitait poser des questions. Allez-y, chers collègues. De manière sénatoriale. Alors, par contre, s'il y a des termes que vous employez, qu'on a nous l'habitude, s'il pouvait être le plus pédagogue pour que les personnes puissent comprendre. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais même essayer de n'utiliser aucun terme inconnu du grand public. Ça peut nous arriver tous, mais essayez J'essaye. d'expliciter. Merci. Dans votre rôle de conseiller d'une ministre, j'imagine qu'il vous arrive souvent d'être vigilant sur le fait que les dossiers qui apparaissent soit dans la presse, soit dans le microcosme dans lequel vous évoluez, soient bien attribués à l'un ou à l'autre. Ça fait partie, je pense, de vos prérogatives. En tout cas, ce que je connais, moi, des cabinets ministériels ou de tout cabinet politique, c'est de s'assurer quand même que les informations qui sont du registre ou de la délégation de l'élu ou de la ministre en question sont traitées par l'élu et pas par quelqu'un d'autre à côté. Donc là, vous avez bien dû voir passer ce dossier. Et vous avez bien dû vous dire, mais c'est un dossier consommation. Il faut que ma ministre soit au courant et qu'elle le prenne en main. C'est un dossier consommation qui fait l'objet d'enquêtes. Oui. D'accord. C'est là où vous rejoignez peut-être le rapporteur sur l'aspect amont, élaboration du cadre réglementaire. Oh non, j'ai entendu vos réponses. Oui. Voilà. Donc sur les enquêtes en cours... Ensuite, et comme je vous l'ai dit, je pense que ne pas avoir saisi ou avoir stoppé une enquête de la DGCCRF qui est longue et complexe d'une manière générale, de ne pas forcément être informé de s'il y a des difficultés vraiment de transmission, de rapport, et qu'on peut, au niveau des cabinets, aider, on le fait. Mais sur ces enquêtes-là, encore une fois, comme on était informé qu'il y aurait eu des procès-verbaux, etc., et qu'ensuite ils agissaient sous l'égide du procureur de la République dans le cadre de l'article 40, nous, on n'intervenait plus, si vous voulez. Bien sûr. Alors, il y a une différence entre une réponse juridique et une réponse administrative. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas la même chose. Nous, on ne vous demande pas d'avoir une réponse juridique au problème de Nestlé, puisque ça n'est pas de votre responsabilité. Mais d'avoir une réponse administrative, là, c'est de votre responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que Nestlé a triché. Et vous savez que Nestlé triche encore au moment où on se parle. En 2022, vous savez qu'ils utilisent des filtres dans les 2 usines qui fabriquent Vital Épar, Contrex et Perrier. Et donc ça, c'est en votre possession, puisqu'en fait, c'est eux qui vous l'ont dit. Donc vous le savez. Quelle que soit l'enquête pénale qui se fait, vous êtes quand même, vous, responsable de la consommation. C'est-à-dire que le ministre de la Consommation est quand même responsable que ce qui est mis en vente corresponde bien, que l'étiquette de ce qui est mis en vente corresponde bien au produit. Si on vend de la viande de cheval en faisant croire que c'est de la viande de bœuf, il n'y a pas de problème sanitaire. Et pourtant, le ministre de la Consommation s'en saisit. Quand on vend de l'eau minérale naturelle alors que ça n'est pas de l'eau minérale naturelle, pourquoi le ministre de la Consommation, la ministre de la Consommation à l'époque ne s'en est-elle pas saisie? Alors, je vais vous poser la question peut-être. À quelle fin? Est-ce que c'était à une fin d'information des consommateurs? Et là, j'ai une réponse à vous apporter. Ou est-ce que c'est une fin pour sa propre information personnelle? Alors, afin d'arrêter la production d'un produit qui n'est pas ce qu'il doit être. Si Perrier, Vital, Contrex, Épar ne sont pas de l'eau minérale naturelle, il faut arrêter de les produire et de les étiqueter en tant que tels et de les mettre sur le marché, point barre. On protège les consommateurs. Alors, moi, je peux vous répondre sur entre juillet 2022 et mai 2024, avec les aspects qui sont les aspects enquête qui sont lancés. Je peux pas vous dire que j'ai pas assisté à la réunion en termes de durée, en termes de références concernées, en termes de responsabilité personnelle. Je peux pas vous le dire. Ce que j'ai l'habitude dans ce type de fraude, pour en avoir vu quelques-unes sur lesquelles la DGCCRF communique, c'est qu'il n'est pas rare que les enquêtes prennent du temps et que pendant ce temps-là, dans mon propos liminaire, j'ai indiqué qu'en matière de fraude, en pratique,
le consommateur est toujours informé au moment où il y a un jugement? C'est une question qu'on peut se poser, c'est de savoir à quel moment le consommateur doit être informé d'une fraude. On peut se poser la question de savoir est-ce que le consommateur devait être informé du fait que Nestlé était venu voir les pouvoirs publics en août 2021. Je pense que c'est une question très complexe pour plusieurs raisons. La première, je ne veux pas faire de ce cas-là un cas particulier, mais imaginez qu'une entreprise vienne vous voir pour dénoncer une fraude qu'elle fait, mais en vous indiquant la fraude, elle est généralisée. C'est-à-dire qu'avec nos concurrents, on s'est organisé pour faire une fraude et au lieu de vendre nos bouteilles, alors on ne va peut-être pas parler de l'eau, mais nos paquets à 1 kg, on le fait à 900 grammes. Si vous révélez la fraude à ce moment-là, alors que l'industriel est venu vous voir, vous ruinez toute l'enquête qui suit, parce que l'enquête va aller chercher chez les concurrents les éléments de preuve. Ensuite, deuxième élément important, si je me remets dans la situation, une entreprise vient vous voir et vous dit une information. Et j'ai compris qu'il y avait une certaine gêne de la part des pouvoirs publics, puisque vous avez par définition une asymétrie d'information. Est-ce que vous allez communiquer sur la foi de ce que dit l'entreprise, y compris sur le fait qu'elle fraude? Imaginez qu'elle dise « je fraude sur 3 produits », vous allez vous dire au consommateur « il y a une fraude potentielle sur 3 produits », il s'avère qu'il y en a 4 ou 5. Est-ce que là, dans ces cas-là, vous êtes tributaire, si vous voulez? Donc je comprends le côté « il faut qu'on fasse toujours une enquête », parce que entre ce qu'on peut nous dire, et y compris un industriel, et derrière ce qu'il y a, mais il peut y avoir finalement... je pense que vous avez compris, il peut y avoir des différences. Et moi, j'ai vraiment cet exemple-là qui est, en pratique, pour protéger, si vous voulez, tous les actes d'investigation. Moi, je ne me fierai pas forcément à ce que me dit une entreprise lorsqu'elle vient me voir. Moi, je peux entendre ça, mais si vous voulez, le sujet, c'est que qu'on prenne 3 mois, 4, pour vérifier ce qui se passe, mais qu'au bout de 3 ans, ce soit la presse qui informe les citoyens français et les consommateurs, c'est pas exactement le même sujet, vous voyez. Donc, ça, c'est l'information de la justice. Après, vous avez le temps judiciaire. Non, mais là, je vous parle des gens qui... On parle d'un produit de consommation courante, que les gens continuent à acheter tous les jours en étant trompés sur ce qu'ils achètent. C'est le cas d'espèces dont il était question ici sur les traitements illégaux. Où ils ont été trompés à un moment. Parce que ont été trompés jusqu'à la mi-2023 pour certaines. Soyez précis, parce qu'après, vous avez raison. Voilà. Exactement. De nos jours, ils ne sont plus trompés. Donc, et de nos jours, il reste ce débat sur la question de la microfiltration, voilà, où en tout cas les choses sont en suspens et il y a des arrêtés qui doivent intervenir, des questions qui restent. Mais quand même, 3 ans plus tard, ça vous choque pas que ce soit par la presse que les choses soient intervenues et que ce soit par la presse que les consommateurs aient été informés? Ça vous pose pas un problème? Ce qui ne me choque pas, c'est l'état du droit qui indique qu'on ne peut pas communiquer sur un certain nombre de points dans le cadre procédural, et notamment le cadre du Code de procédure pénale et le livre 5 du Code de la consommation. Et en pratique, encore une fois, le consommateur, à la fin, donc, est informé de la fraude. C'est ce qui se passe sur le miel. Et c'était un point important. Et encore une fois, je pense qu'il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, qui est le sujet de l'indemnisation également. Alors, moi, j'avais encore une petite question, peut-être avant de venir au point de l'indemnisation. Allez-y, vous êtes autosaisi, donc allez-y. Oui, non, j'avais la parole. Non, je voulais juste rebondir sur votre réponse. Vous avez dit, imaginez qu'un industriel vient vous dire que tout le monde fraude. Donc moi, ma question est simple. Est-ce que Nestlé est venu vous dire que tous les minéraliers fraudaient ou que d'autres minéraliers fraudaient? Mais Madame Gull, je n'étais pas présent, Madame la sénatrice Gull, pardon, je n'étais pas présent à cette réunion. Il ne me semble pas avoir entendu ou vu qu'il y avait une question en tout cas de la part de l'industriel qui est venu. Donc c'est pour ça que je vous disais, je ne prends pas cet exemple pour vous dire il faut toujours que lorsqu'un industriel vienne vous dire qu'il a fraudé, ma question était simple. Est-ce que oui ou non, lorsque Nestlé Waters et 2 sûrement pas. Quand vous dites un industriel peut venir dire que tout le monde fraude, est-ce que dans ce que vous avez entendu, dans les rumeurs qui circulaient au sein du cabinet ou au sein du ministère, est-ce que ce qui se disait, c'est qu'il n'y avait pas que Nestlé qui fraudait, mais que
tous les minéraliers fraudés? Non. Ou que c'est ce que Nestlé avait dit? Non, ce que vous savez, en revanche, ce que vous savez... On peut se poser la question de ce que vous avez dit. Oui. Si vous dites non, il n'y a pas de problème. Non, vous imaginez... En revanche, ce que vous savez, c'est qu'il y avait une enquête du SNE initiée un an plus tôt sur un ensemble de pratiques plus larges en réalité, avec un certain nombre d'industriels. Mais ensuite, de ce que je comprends avec un industriel. Avec un industriel, mais il y avait la question de savoir finalement si on était dans une pratique plutôt généralisée, compte tenu d'un certain nombre de contraintes qui étaient mises en avant par les uns et par les autres. Je vous remercie. De vos propos, moi je peux dire une dernière question. Je vais généraliser, on ne va pas rentrer dans... si je retiens vos propos, vous nous dites, donc, Monsieur Vidal, tant que le dossier n'est pas clos, tant qu'il n'y a pas d'information judiciaire, en gros, on peut frauder, il peut y avoir une atteinte au droit de la consommation, mais on va dire l'État n'a pas la possibilité de communiquer. Ça m'interpelle un peu. Ça fait, en gros, vous dites l'État ne peut pas communiquer tant que, on va dire, l'information, d'un point de vue judiciaire, ça soit clos, ça soit précis, ça soit... Je suis un peu interpellé, c'est-à-dire qu'on laisserait une infraction et on laisserait nos consommateurs manger un produit, l'État laisserait ça tant que, d'un point de vue pénal, rien ne soit clair. En tout cas... ça m'interpelle, de manière générale. Il peut y avoir des présomptions de fraude, et lorsque ça passe au tribunal, le juge peut décider qu'en réalité, il n'y a pas fraude. Ça arrive, ça peut arriver. C'est pas systématique. Heureusement qu'ensuite, il y a le procureur, 1, qui a l'opportunité des poursuites, et 2, vous avez un juge qui décide. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous dire plus qui est... vous pouvez avoir peut-être des fraudes évidentes, mais comme je vous l'ai dit, 1, vous démontrez l'intentionnalité. Est-ce qu'il y avait un caractère intentionnel ou est-ce que ça résulte d'inadvertance? Qui l'a fait? Est-ce que c'est une personne physique? Est-ce que c'est délibérément une personne morale? Parce que les peines ne sont pas les mêmes. Entre 10% du chiffre d'affaires ou une sanction ou des peines de prison. Là aussi, en fait, j'essaye et je discute avec vous. Discute entre nous, là, comme on dit chez nous, la bonne franquette. Voilà, pas... Mais j'essaye de concilier la nature de l'information que vous voulez donner au consommateur. J'essaye de concilier la nature de l'information que vous voulez donner au consommateur. Et j'imagine que pour vous, Madame la sénatrice, c'est de dire attention, mesdames et messieurs des consommateurs, il y a peut-être une fraude ou il y a une fraude sur l'origine des tomates vendues. C'est ce que vous voudriez, parce que ça me remettrait... Non, je ne veux pas ça, alors, puisque vous me mettez en cause directement. Non, du tout, Madame. Non, mais comme il me dit, est-ce que vous voudriez que je fasse ça? Non. Madame Gu, ne le prenez pas pour vous, c'était pour nous. Je ne me vexe pas aussi facilement. Soyez sénatorial. Je réponds... Revenons pas là-dessus, Monsieur Burgoa. Monsieur Vidal, moi, je ne dis pas ça. Je dis, par exemple, vous avez des lasagnes qui sont vendues à la viande de cheval. On apprend qu'il y a de la viande de cheval dans les lasagnes. L'État ne va pas attendre que ce soit jugé pour demander aux fournisseurs de lasagnes d'arrêter de mettre de la viande de cheval dans des lasagnes qui sont censées être au bœuf. L'État fait appliquer sa propre réglementation. Et donc, c'est pour ça que je dis, il y a l'action administrative et l'action judiciaire. L'action judiciaire, vous n'avez pas la main dessus, nous non plus. Mais très bien, qu'elle mène son cours. Mais là, vous pouviez, vous, agir dans la protection des consommateurs. Et j'imagine que vous l'auriez fait pour de la viande de cheval au lieu de la viande de bœuf. Vous l'auriez fait. Vous auriez dit, on arrête tout de suite la production de ces lasagnes à la viande de cheval alors qu'ils sont censés être au bœuf. Tout de suite. Et là, l'ARS vous a dit qu'il y avait des fraudes, puisqu'elle a même... Elle le sait tellement, l'ARS, qu'il y a des fraudes, qu'elle a déposé un article 40. Alors qu'en réalité, je vais vous dire, la DGCCRF aurait peut-être déjà dû s'en emparer, faire les PV qu'il faut, etc. Ce qu'elle n'a pas fait. Donc en fait, votre ministère, qui est le ministère de tutelle de la DGCCRF, si je ne m'abuse, votre ministère, qui est le ministère de tutelle de la DGCCRF, a une grande responsabilité dans le fait qu'il n'y ait pas eu d'action. Et quand je fais le parallèle viande de cheval, viande de bœuf, vous comprenez que vous auriez pu agir. Je pense que c'était beaucoup plus complexe. Et encore une fois, par rapport au moment où je suis arrivé, Madame la sénatrice, c'est-à-dire en juillet 2022, après un rapport de l'IGAS sur un certain nombre d'aspects et qui prévoyait une certaine
coordination, c'est à ce moment-là, en fait, que je peux vous répondre. Et là, j'ai l'information, effectivement, que, et c'est dans mon compte-rendu, un article 40 s'apprête à être fait par la directrice générale de l'ARS Grand Est. Moi, j'aurais une dernière question. Pardon. Mais peut-être que sur l'aspect administratif, comme vous le dites, sur l'aspect injonction pour stopper, là encore, je peux pas vous répondre. J'ai pas eu, en tout cas dans le cours de ma carrière, à utiliser ce type d'outils. Merci, Monsieur Vidal. Moi, j'aurais une dernière question, puis je crois, Monsieur le rapporteur également. Est-ce que vous nous expliquez l'organisation générale de Bercy, peut-être? Parce qu'on voit bien qu'à travers vos propos depuis un peu plus d'une heure d'audition, d'un dossier qui aurait dû relever du ministère de la Consommation, on voit bien que quand même c'est plutôt le ministère de l'Industrie qui a pris, on va dire, qui a été à la manœuvre, qui a pris. Donc, bon, c'est une grande maison, Bercy. Hein. On a le ministère, on a le ministre. Donc, il y a le cabinet, on va dire, finance, économie. Il y a l'industrie, il y a la consommation. Actuellement, je crois quand même il y a le tourisme qui est rattaché, si j'ai bien compris, à l'organisation. Comment vous pouvez expliquer l'organisation générale? Est-ce que entre vous, de manière régulière, il y a des réunions de cabinet, où vous échangez, etc., entre cette grande maison, ou vous êtes ensemble dans une grande maison, mais tout en étant isolés les uns par rapport aux autres? Et comment est décidé le fait que tel ou tel dossier, on n'est pas sur l'eau là, hein, c'est pour comprendre, tel ou tel dossier dépend de tel ou tel cabinet? Alors, en ce qui concerne les relations qu'on peut avoir avec les différents cabinets numériques, consommation, industrie, hein, au niveau des conseillers, enfin, des ministères délégués, c'est très fluide. Vous pouvez avoir des leads effectivement sur certains dossiers, ce qui a été le cas donc dans le dossier des eaux minérales, donc c'est plutôt le ministère de l'Industrie qui a pris. Heureusement qu'en matière d'eau c'est fluide, enfin, c'est un jeu de mots, il faut rigoler. En revanche, pour vous donner le contre-exemple, lorsqu'il s'est agi par exemple des sujets EGalim ou de réouverture des négociations commerciales, qui est un sujet très industriel également, c'est-à-dire qu'il fallait recevoir tous les industriels, les grands industriels en France, ça s'est fait au niveau du cabinet consommation. Donc c'est juste pour vous montrer en termes de fluidité, au-delà du fait qu'on a été tenu informé au début et à la fin, qu'il n'est pas... Qui décide, par exemple, il y a le ministre de l'économie qui coordonne tout Bercy, clair. Est-ce que c'est au niveau du cabinet, pas le ministre, qui décide que tel ou tel dossier est diligenté sur tel cabinet dont dépend Bercy ou pas du tout? Ça arrive à un cabinet. Enfin, ça peut arriver, mais en l'occurrence, pour tout vous dire, sur les sujets EGalim ou les sujets négociations commerciales, dans la mesure où j'étais DGCCRF et que je connaissais ces sujets, j'étais mieux placé. Donc ça s'est fait naturellement entre le cabinet industrie et le cabinet consommation, pour vous donner vraiment un exemple. Et encore une fois, c'est assez fluide. Et ensuite, il peut arriver qu'on flèche tel ou tel sujet pour la bonne organisation de Bercy. Monsieur le rapporteur, je crois que vous avez la dernière question. Non, c'est une dernière question peut-être sur ce rapport IGAS que vous n'avez pas eu et que personne n'a eu finalement avant qu'il soit révélé au public après les révélations de presse, avec cette ironie de l'histoire que ce rapport appelait à plus de transparence dans le secteur et que lui-même est resté dans les limbes de l'IGAS un temps. Ma question, elle est simple. Ce rapport, pour que la décision ou non de le publier, c'est une décision ministérielle. Est-ce que vous avez connaissance de la personne qui a décidé de la non-publication du rapport de l'IGAS? Non, monsieur le rapporteur. Je vous remercie. C'est bon pour moi. C'est terminé. Terminé. Bah, écoutez, monsieur Vidal, je vous remercie pour ce long temps d'échange, puisque c'était prévu d'1 heure d'audition, on a fait un peu plus, mais c'est peut-être le contexte aussi avec un auditoire particulier. Je vous encore remercie. Je pense que c'est pas aussi simple pour vous aussi d'être auditionné avec un auditoire qui n'est pas forcément que la commission d'enquête. Donc merci d'avoir accepté cela. Et donc, mes chers collègues, nous nous retrouverons mardi prochain pour de nouvelles auditions. Et avec Madame
On va commencer nos auditions de ministres et donc nous commencerons par l'ancienne ministre de la Santé et des Territoires, ou de la Santé, Madame Firmin Lebaudot. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Vidal. Et bon après-midi, mes chers collègues, et à mardi prochain.